Donc je fais ça. Je pense que là c'est bon. Voilà. Bonjour, bienvenue pour le premier atelier Akazine sur le fanzine, nouvel outil ou objet de recherche académique. Donc on est censé être au campus Condorcet. On l'est virtuellement, on espère pouvoir... bonjour Will, Bonjour. pouvoir vous accueillir très prochainement. Simplement, je vais vous mettre pour commencer le programme. On va voir le programme de l'atelier. On était en train de discuter. Voilà. Euh, l'atelier. Les ateliers Akazine. Donc le prochain rendez-vous, ça sera le 25 mars avec un sujet fanzine et bibliothèque, collecte, consultation et archivage. Le 3 mai, le fanzine source historique alternative, exemple des musiques populaires. Et le 7 juin, le fanzine comme mode d'intervention. Évidemment, les ateliers Akazine, ce n'est pas une journée d'études ou un mini colloque. Ce sont vraiment des ateliers de recherche participatifs. Donc on espère que tout le monde pourra y contribuer. Est-ce que Will, je peux te demander s'il te plaît de fermer ta caméra juste pendant les présentations? Ça nous décale notre écran. Merci. Euh, donc voilà, donc le programme aujourd'hui, donc on va démarrer, je vais démarrer avec les Science-Zines, Jérôme Guibert ensuite sur les fanzines pour les études dans les musiques populaires, Pascal Nicolas Lestrade, le fanzine en recherche-action, et puis Ariane Meyer sur la galaxie des zines littéraires. Donc à 17h30, on réouvre les micros des participants et des spectateurs si vous voulez bien sûr participer poser des questions, hein, participer au débat. Hop, je lance. Donc cette communication, elle a pour but de poser quelques pistes de recherche et non des résultats consolidés, de présenter en fait un contexte heuristique, celui de l'édition scientifique alternative comme moyen de communiquer, de diffuser de la connaissance scientifique au-delà du cercle des convaincus, mais aussi comme objet d'étude. L'idée étant d'arriver à cerner ce qu'est le science-zine, fanzine scientifique, objet éditorial en quête d'horizontalité, c'est-à-dire d'échanges non hiérarchisés, bilatéral, entre des scientifiques professionnels et un public amateur, mais aussi de voir ce science-zine comme un outil éventuel de production de connaissances scientifiques. Alors le premier point concerne la diffusion de la science, la médiation scientifique. Historiquement, la diffusion de la science se fait depuis le XVIIe siècle dans des revues scientifiques éditées par des sociétés savantes. L'idéal des Lumières d'un public éclairé, hein, sapere aude, ose savoir, voilà la devise des Lumières, écrivait Emmanuel Kant, se matérialise au cours du XIXe siècle dans la science populaire, science produite par des amateurs, dont les voix sont relayées par un certain nombre de revues spécialisées ou dans des colonnes des quotidiens. Au XIXe siècle, il existe donc un rapport à la connaissance scientifique qui est horizontal ou quasi horizontal entre les savants professionnels et l'amateur de science qui peut être lui-même producteur de science. Cet intérêt soutenu pour la pratique scientifique amatrice, on la retrouve chez des auteurs savants comme Camille Flammarion, François-Vincent Raspail, hein, avec sa démocratie médicale, ou Victor Meunier, qui est un des pères du journalisme scientifique critique. Alors tous sont défenseurs d'une plus grande justice sociale à travers le progrès scientifique, d'où qu'ils viennent. Et Victor Meunier, par exemple, convaincu des aptitudes scientifiques du peuple, il se définit comme un enquêteur, un informateur, mais il refuse l'idée d'une médiation nécessaire entre les savants et les masses populaires ignorantes. Éditeur de nombreux journaux scientifiques, lui le naturaliste déclassé, car il n'a pas pu exercer professionnellement sa formation scientifique, il va parler des sciences, en divulguer les contenus, proposer des hypothèses de travail, définir des champs de recherche et tenter de renverser le pouvoir de ceux qui se sont appropriés les connaissances afin d'en permettre le libre-échange.
Donc dans l'esprit, la science populaire du XIXe siècle, elle préfigure en partie la science citoyenne ou les sciences participatives d'aujourd'hui. Elle se donne pour science alternative, libre, parce que non tenue par l'orthodoxie de la science officielle. Fin XIXe et au cours du XXe siècle, on observe un changement radical du rapport entre la science et le grand public. On a tout d'abord un fossé qui se creuse, fossé théorique, lié à une science de plus en plus abstraite et qui ne fait plus écho au monde vécu et perçu au quotidien. Alors c'est par exemple l'apparition de la théorie de la relativité de l'espace-temps, puis de la physique quantique. L'amateur ne peut plus s'inspirer des progrès de la science, il ne peut plus rivaliser, et c'est là que la vulgarisation scientifique prend son essor, puisque la simple traduction d'un vocabulaire scientifique en langage commun ne suffit plus. Il y a des idées, des concepts qui échappent totalement au grand public et forcément une hiérarchie s'installe avec une franche verticalisation du rapport entre le scientifique et le grand public. On a un pouvoir de domination de l'homo sapientes, le savant, sur l'homo vulgus, la plèbe, c'est ce foule anonyme en manque de science, croit-on. La vulgarisation s'impose alors comme une mission nécessaire et le vulgarisateur occupe ce no man's land supposé entre l'élite scientifique et la masse du public. Il devient le passeur, le distributeur de la bonne parole vers une masse ignorante qui ne demanderait qu'à être évangélisée. Ce faisant, le scientifique s'éloigne davantage du peuple. Et dans le même temps, au cours du XXe siècle, le grand public découvre le côté obscur de la science. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la chimie n'est plus amusante, c'est l'effet du gaz moutarde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la physique effraie, c'est la bombe H. Et puis plus récemment, ce sont les OGM, etc. Donc la défiance vis-à-vis de la science serait grandissante, multiforme. Le fossé s'élargirait sans cesse, exacerbé, pourquoi pas, sur la période la plus récente par l'usage des réseaux sociaux pour la diffusion à grande échelle de théories populistes, complotistes, visant par exemple la remise en cause du changement climatique global, où il serait vu comme une pure invention de lobbies scientifiques destinés à obtenir des crédits de recherche. Le changement climatique serait une fiction scientifique, ou il serait contrôlé par des aliens, voire les Illuminati. Bref, on sent que le rapport verticalisé entre le savoir scientifique et le grand public profite à ceux qui cherchent à décrédibiliser la science en général. Certes, de nouvelles formes de médiation comme les cafés des sciences réintroduisent de l'échange direct, mais l'horizontalité n'est pas encore totalement retrouvée, puisque c'est souvent un expert désigné qui vient confronter son savoir aux interrogations du public ou des citoyens, si on veut éviter un terme trop généralisant. Et c'est dans ce contexte d'instabilité que je pense le fanzine scientifique a son mot à dire. Support médiatique d'apparence banale, de facture bon marché, il ne fait pas très sérieux de prime abord. Il semble fragile, donc inoffensif. Pourquoi s'en méfierait-on? C'est là un premier atout. On va le prendre en main, le feuilleter, le lire sans a priori. À la suite sur plein gré, on s'ouvre à la science, aux sciences en général. Le science-zine possède donc cette première vertu de ne pas provoquer un rejet réflexe du média scientifique. Ensuite, sa facture ou son éventuelle esthétique lofi propose une médiation qui n'apparaît pas hiérarchisée. On est, et c'est pour cela que le terme zine se justifie, dans un mode de communication horizontale. Le processus de création pouvant associer scientifiques, artistes, journalistes, amateurs ou professionnels, témoigne d'une circulation omnidirectionnelle de l'information scientifique et non pas top-down, comme c'est le cas pour la vulgarisation scientifique. Donc premier point, le science-zine est un objet de médiation scientifique innovant, permettant de toucher un nouveau public, et en retour, le fanzine critique de la science devient un outil démocratique majeur. Second point, le science-zine est-il aussi un outil de recherche scientifique? Alors c'est un peu plus compliqué à cerner, parce que là c'est la définition même de fanzine scientifique qui ouvre la voie ou non à l'objet fanzine comme outil de recherche. Cette définition, elle n'existe pas à l'heure actuelle et me paraît un peu prématurée, vouloir figer une expression derrière une réalité qui est en cours de construction. Donc hypothèse de travail qui est la mienne, et que je formule pour conclure, le fanzine scientifique peut être un outil de recherche scientifique lorsque, par exemple, son processus de création aboutit à la production de faits, de données scientifiques. Exemple ici, c'est la production d'un fanzine par des adolescents dans un cadre thérapeutique. L'objet produit
une matière première à analyser, hein, ce qui est assez classique. C'est le fanzine orienté données scientifiques. Mais la production de ce fanzine au sein d'ateliers dans un cadre hospitalier est aussi source de données scientifiques à analyser. Et là, c'est le fanzine comme outil scientifique, hein, avec une fonction thérapeutique. Donc l'appellation Scienzine est-elle réservée simplement aux fanzines qui parlent de science ou aux fanzines produits au sein de programmes de recherche académique ou bien aux fanzines utilisés comme outil scientifique? C'est les questions que je soumets. Voilà. Jérôme, je te donne la parole. Ouais. Bah alors du coup, moi je suis en live, hein. Je triche pas comme toi, Samuel. Donc je commence. Donc mon intervention s'appelle le fanzine comme source de données pour l'étude des cultures populaires, pertinence et enjeux. Et parce que enfin, vous l'aurez bien compris, peut-être, mais dans l'idée qu'on a eue de monter ce séminaire, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu deux acceptions sur Akazine. Il y avait ben, le fanzine pour, en tant que médiateur, enfin, pour diffuser des idées, pour propager des idées. Et puis, il y avait en même temps le fanzine, j'allais dire, comme archive, c'est-à-dire comme élément pour nourrir des analyses. Alors moi, c'est peut-être un petit peu à l'ancienne au début, c'est-à-dire que je partais plutôt sur cette deuxième perspective, alors que, bah, par exemple, Pascal était plutôt sur la première, enfin, comme il vous dira sans doute après. Et donc, du coup, moi, je voulais bah, revenir sur trois, quatre idées enfin, qui, à mon sens, euh, essaient de montrer pourquoi enfin, la pertinence du fanzine ou l'intérêt du fanzine dans les recherches sur les cultures populaires et spécifiquement sur les musiques populaires, parce que moi, je travaille plutôt sur les musiques populaires. Alors, euh, la première chose que je voudrais dire, c'est que, évidemment, on pourrait considérer qu'il y a un peu un âge d'or du fanzine, entre guillemets, même si les recherches de plusieurs personnes interdisciplinaires, j'allais dire sur les Zine Studies, et puis notamment les travaux de Samuel, ont montré que finalement, il y a un moment où le fanzine explose, ben, c'est avec un élément technologique, c'est-à-dire c'est l'arrivée de la photocopieuse. Et donc, ben, la possibilité, finalement, à partir du moment où on a l'idée de diffuser une publication, ben, de pouvoir la diffuser simplement en allant dans un magasin, puis en faisant un certain nombre de copies et en les faisant circuler autour de soi. Donc, il y a un peu cet âge d'or là qui explose avec disons, la deuxième partie des années 70 et puis ben, qui commence à se relativiser avec la montée d'Internet, c'est-à-dire, j'allais dire, au tournant du 21e siècle, à la fin des années 90. Donc, il y a quand même une grosse période là qui va de la fin des années 70 à la fin des années 90 où le fanzine a un rôle crucial dans la circulation des idées, comme, j'allais dire, comme outil de diffusion des idées dans l'espace public et dans les cultures populaires. Mais évidemment, il existe avant, il y a possibilité de l'imprimer, et j'allais dire, il existe après, donc c'est-à-dire, il existe toujours aujourd'hui. Et finalement, on pourrait dire que ce qui se passe depuis quelques années, eh ben, c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément prédit par ceux qui défendent une perspective linéaire de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme une sorte de retour du fanzine, un peu comme ce qui avait pu se passer pour le disque vinyle, c'est-à-dire que ben, on allait dire, enfin, j'allais dire, ce serait enfin, une ère enfin, post quelque chose, mais en tout cas, ce serait effectivement l'outil fonctionnel du fanzine comme propagation, comme propagation d'idées, finalement, a changé, mais en fait, on découvre un certain nombre de propriétés, où on redécouvre, j'allais dire, un certain nombre de propriétés qu'on avait eu tendance à oublier, et notamment le fait que le fanzine est plus libre dans les normes, par exemple, des images qu'on va diffuser ou même des idées qu'on va vouloir promulguer. Donc, il y a moins de surveillance, il y a davantage d'innovation possible. Et puis, en même temps, le fanzine ben,
peut garder une de ses propriétés qui est celle du secret de la subculture ou du secret de la communauté qu'il avait eu tendance à perdre avec le numérique. Et puis peut-être une troisième idée qu'on peut creuser, c'est la notion de mémoire ou de patrimonialisation, c'est-à-dire que finalement le fanzine papier permet aussi la perpétuation d'une mémoire d'une manière alternative ou d'une manière autre que celle de l'Internet. Alors, une deuxième idée que je pense qui est importante à rappeler, c'est que c'est le lien entre fanzine et scène locale, ou entre fanzine et territorialisation locale. En fait, souvent, le fanzine est associé à une époque, il est associé à un moment, un fanzine donné, et il est associé aussi à une ville, à une région, voire même à un quartier. Et donc, c'est vraiment une source de ce point de vue-là qui est tout à fait estimable, parce que, comme l'a dit Samuel au tout début sur l'horizontalité, par rapport à d'autres médias qui seraient plutôt vertical descendants, il permet de prendre la température et quelque part, il se retrouve entre le média traditionnel et entre la culture orale, la discussion. Hein, il y a des formulations, il y a des idées qui permettent de mieux comprendre comment une scène, notamment une scène locale, au sens de Will Stroh, a pu se développer. Et bon, alors là, moi, on retrouve ça par beaucoup de recherches qu'on peut faire. En ce moment, je travaille par exemple sur la scène angevine et la scène rock angevine entre 88 et 95. Et que finalement, là, si je prenais un groupe comme les Shaking Dolls, qui est un groupe qui n'existe plus, mais voilà, l'idée c'était d'avoir non seulement d'être interviewé, mais aussi d'avoir un morceau enregistré sur une cassette ou sur un 45 tours qui était associé à des fanzines. Alors il y avait comme une sorte de circuit balisé, Combo, le fanzine de David Dufresne, le Légume du jour qui était le fanzine de Maxwell, Abus dangereux qui était un fanzine à Bordeaux. Et donc finalement au sein d'une scène indépendante, d'une scène alternative, il y avait un circuit qui était possible. Un autre point, j'ai presque fini, j'ai plus que 2 points. Alors un autre point, c'est que le fanzine tel qu'on l'analyse permet aussi souvent, notamment à travers certaines de ses expressions comme le perzine, il permet d'associer le fanzine, d'associer les mouvements de musique populaire d'une période et d'un lieu à la vie quotidienne. Hein, par exemple, un fanzine comme Plus jamais malade en auto, qui est écrit par un seul rédacteur, Philippe Dumez, nous montre quels sont ses soucis quotidiens pour trouver du travail, dans son logement, etc. Et à côté, donc, il y a toute son activité musicale. Le fanzine permet aussi de mieux comprendre l'émergence et le développement des genres musicaux. Il permet d'éviter les anachronismes, de se rendre compte à quel moment un genre ou un sous-genre se développe à un moment donné ou à un autre. Et voilà, donc j'allais terminer là-dessus. Mais c'était en conclusion un peu le clin d'œil. Évidemment, je ne suis pas du tout la première personne à travailler là-dessus. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé à la fois dans les recherches en Popular Music Studies, donc sur la musique populaire, et plus largement en Cultural Studies. Évidemment, on pense à Henry Jenkins, à qui on a emprunté cette notion d'ACA, et dans Textual Poachers, qui montre, qui souligne le fait que la montée des pratiques amateurs finalement permet de remettre en cause cette espèce d'articulation création ou production d'un côté et puis public ou consommateur de l'autre, mais que finalement avec la montée des pratiques amateurs, on a un peu un flou horizontal entre la production et la consommation. Et finalement, le fanzine, c'est un des exemples typiques de cette évolution de la société. Voilà en 9 minutes. Merci Jérôme. Donc la communication suivante, Pascal Nicolas Lestrade, je vais te mettre en plein écran. Voilà, Pascal Nicolas Lestrade, le fanzine et les pratiques de publication autonome en recherche-action. Bonjour, donc c'est parti pour ce format court. Donc bravo Jérôme pour avoir tenu le cap, donc je vais essayer de faire aussi bien. Donc j'ai l'œil quand même sur ma montre, un peu à l'ancienne. Donc j'engage le travail. Donc cette expérience du fanzine en recherche-action, avec une particularité des recherches-actions que nous conduisons en quartier populaire,
et des pratiques de recherche de longue durée, ce qu'on appelle aussi des permanences de recherche. On est au travail avec des amis, avec des collectifs dans des quartiers sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Donc en soi déjà, c'est un décalage par rapport au format habituel, ou en tout cas au format d'aujourd'hui, de la recherche, qui tendent à nous inscrire, à nous enfermer dans des temporalités assez resserrées et assez courtes. Je prends la parole aujourd'hui, mais derrière ma parole, il y a bien sûr un réseau de recherche, une collégialité de travail. Louis, Thomas, Nicolas, Alex, Martine, etc. etc. Et c'est toute cette collégialité, bien sûr, qui réfléchit à ces questions. Quand on a introduit l'idée du fanzine dans nos pratiques de recherche-action, dans ce contexte de quartier populaire, nombre d'amis n'avaient pas connaissance de ce type de support, de ce type de publication. Donc il y a d'abord eu un étonnement, jusqu'au moment où une des personnes, je pense que c'est Salem, qui dit « mais en fait c'est une feuille de chou ». Et donc effectivement, très bien, c'est de cet ordre-là, et c'est bien comme ça qu'on avait l'intention de commencer à travailler. Pour nous, le fanzine a été intéressant sur au moins 3 aspects. Alors, premier enjeu pour nous en recherche-action, et qui est toujours difficile, comment associer les personnes, comment arriver à coopérer, comment à créer des communautés de travail au sein des quartiers concernés. Et là, le fanzine est assez chouette parce qu'il ouvre vraiment beaucoup de possibilités. On coopère en faisant, on coopère en réalisant, et le fait de se mettre ensemble, habitants, citoyens, militants, activistes, chercheurs, architectes, professionnels, éducateurs, etc., autour d'une réalisation, permet effectivement de booster ce travail en collégialité et surtout de lui donner une réalité, une pertinence, une solidité. Et là, le fanzine ouvre beaucoup de possibilités, à la fois des possibilités sur le plan de l'écriture. On peut coécrire, on peut se relire, on peut se corriger, on peut réfléchir à la forme du texte, etc. Il peut y avoir des dimensions aussi, bien sûr, matérielles, quant à la composition. Il y a aussi des hybridités possibles. Certains qui ne viendront pas spontanément, peut-être en écriture plus classique, ils vont venir en photographie, en dessin, etc. Et puis, il y a le travail aussi de diffusion, de présence dans le quartier, etc. Donc vraiment, le fanzine ouvre les opportunités de coopération. Et donc, on a là, nous, un instrument, un registre qui dynamise beaucoup la recherche-action et qui nous permet de lever quand même un de nos obstacles classiques, qui est comment on fait avec les personnes. Deuxième idée forte, le fanzine a été pour nous l'occasion avec les amis, avec les habitants du quartier, d'expérimenter des droits politiques. Alors nous parlons de droits politiques quand nous parlons de droits qui ne sont pas accrédités par des institutions, qui n'ont pas besoin d'être juridicisés. Ce sont des droits qui existent parce qu'on les exerce, parce qu'on les engage. Et donc parmi ces droits, il y a des évidences, et pourtant ces évidences sont si peu présentes, en particulier en quartier populaire. Le droit de s'exprimer, le droit de formuler son opinion par rapport aux questions qui nous importent, le droit de raconter des histoires, et donc de faire histoire dans le quartier, le droit de mener l'enquête, le fanzine, est aussi une manière de documenter la vie du quartier, etc. etc. Et donc autour du fanzine, il y a tout un ensemble de droits politiques qui peuvent comme ça converger, avec lesquels commencer à instaurer des vrais espaces, micro-espaces publics au sein d'un quartier, de faire vivre une parole politique et des formes d'engagement. Troisième idée pour nous, le fanzine, c'est une façon de faire recherche, de produire de la recherche. Alors là, on est obligé de beaucoup y insister, sinon on a un certain nombre de collègues qui vont regarder ça avec sympathie, en disant oui, ça produit des choses comme ça plutôt intéressantes, etc. Mais c'est pas véritablement faire de la recherche. Alors là, on doit le défendre. Ça fait recherche parce que, à l'occasion de ce qui est produit et diffusé dans le fanzine, il y a bien documentation, exploration de ce qui se passe dans un quartier. Par exemple, à l'occasion d'une rénovation urbaine, on peut documenter précisément les pratiques des bailleurs, les pratiques des collectivités, etc., etc. Donc le fanzine est un véritable observatoire de la vie du quartier et de ses transformations. Et puis le fanzine étant l'exercice d'une capacité, on fait, on réalise, on prend la parole. Il y a là pour nous en tant que chercheurs aussi quelque chose de passionnant à étudier, sur lequel on est très souvent assez court, assez démunis, c'est-à-dire comment les personnes prennent l'initiative et comment les personnes engagent leur capacité d'action dans un quartier. Donc le fanzine est d'une certaine manière un analyseur, il met en analyse toutes ces préoccupations
de ce qu'on nomme aujourd'hui les capacitations citoyennes, les capacités collectives, les collégialités, les communautés de vie, etc. etc. Donc en fait, donc le fanzine, et j'en termine là-dessus, j'ai peut-être un petit peu débordé, est véritablement un bel instrument de travail et de recherche qui, j'ai envie de dire, rend joyeuse la recherche tellement le fanzine ouvre de possibilités. Donc on a plutôt l'intention de poursuivre, et donc le séminaire qui s'ouvre pour nous est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de venir en réflexion, en réflexivité sur une pratique qu'on engage de manière assez pragmatique au jour le jour dans les quartiers où nous travaillons. Merci pour votre attention. À toi Samuel. Merci, merci Pascal. On va écouter la quatrième intervention, Ariane Mayer, des pages et des pages web, la galaxie des zines littéraires. Et puis ensuite, on ouvrira les micros, les caméras à ceux qui veulent participer au débat. Merci Samuel. Bonjour. Donc effectivement, moi j'aimerais bien ouvrir un peu des pistes de réflexion à discuter sur les relations entre fanzine et numérique, en prenant surtout l'exemple des fanzines littéraires. Alors pourquoi en particulier s'intéresser aux fanzines littéraires? Moi ce que je trouve intéressant, c'est de se souvenir que c'est quand même une des premières formes de fanzine, parmi les tout premiers fanzines au XXe siècle, dans les années 30, des fanzines de science-fiction, comme le tout premier The Comet, donc c'est quand même aussi un peu une des origines du fanzine. Et pour reprendre ce que disait Samuel tout à l'heure sur le fanzine comme objet scientifique, qu'on peut analyser en tant que tel, les fanzines littéraires sont, à travers vraiment toute l'histoire, particulièrement intéressants à analyser en tant qu'ils peuvent révéler des formes de marginalité littéraire, donc notamment des genres, des formats et des démarches littéraires qui sont vraiment qui sont plutôt underground, populaires et un peu en marge de vraiment des légitimités littéraires consacrées par les institutions éditoriales. Donc, quand on prend les tout premiers, par exemple, le genre de la science-fiction, qui n'avait pas encore vraiment trouvé sa place dans les légitimités littéraires, et justement que le fanzine de science-fiction a contribué à populariser, enfin vraiment à populariser le genre de la science-fiction. Le format aussi, un format marginal qui est celui de la littérature courte, de la nouvelle, qui n'est pas forcément vraiment publiable dans les formes éditoriales consacrées, et la démarche, celle aussi du collectif, de la publication de plusieurs nouvelles, de plusieurs auteurs, donc un peu un côté communauté de fans et d'amateurs, qui est aussi très loin des formes consacrées, de la mythologie d'écrivains comme génie solitaire. Donc voilà, du coup, c'est vraiment le fanzine littéraire peut être tout à fait un objet scientifique en tant que permettant d'analyser un petit peu toutes ces formes vraiment de marginalité dans l'écriture, dans la littérature. Alors ensuite, voilà, quand on confronte un peu tout ça au numérique, ce qu'on peut voir, c'est deux mouvements un peu contradictoires, parce que d'un côté, le numérique semble aller complètement dans le sens de certaines démarches du fanzine, notamment quand on regarde sur Internet, il y a depuis les années 2000 et surtout 2010, une constellation de plus en plus importante de sites d'auto-édition et de différentes formes d'auto-édition, donc soit par des auteurs amateurs individuels, soit vraiment des sites qui fédèrent différentes pratiques d'auto-édition. On a de nombreux points communs qui semblent faire des supports numériques et d'Internet une forme de prolongement un peu du geste du fanzine. Donc l'immédiateté, l'autonomie de la publication. Jérôme parlait tout à l'heure de la photocopieuse qui a un peu lancé l'âge d'or du fanzine, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande simplicité à créer un blog en quelques clics et à partager immédiatement ses textes. C'est pour ça d'ailleurs que pas mal de personnes ont pu rapprocher le blog du perzine, donc vraiment du fanzine personnel, d'écriture un petit peu de l'intime, du quotidien, d'un auteur ou d'une autrice qui va s'exprimer vraiment sur un registre très personnel. Donc on peut vraiment avoir des points communs, donc ce côté un peu do-it-yourself que peut représenter Internet, surtout d'ailleurs quand il a été pensé par ses pionniers, la liberté de ton, qui peuvent se rapprocher un peu du fanzine imprimé qu'on a pu voir en littérature. Cela dit, je parlais d'un double mouvement contradictoire, il y a aussi énormément
de choses qui résistent, et notamment la question de l'objet. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, Jérôme parlait du côté fanzine et scène locale ou territorialisation. Et effectivement, sur Internet, on perd vraiment complètement ce côté-là, notamment la diffusion dans les distros, dans les festivals, dans les salons, qui fait aussi partie vraiment de l'univers et de la communauté du fanzine, qui est beaucoup plus problématique dans le cyberespace. On a aussi l'objet en tant que tel, enfin vraiment le papier, le travail artisanal, manuel, qui n'existe plus, strictement parlé, dans le blog ou les sites d'auto-édition sur Internet. Donc, voilà. Du coup, il me semble que ça relève cette tension éventuelle entre fanzine littéraire et numérique permet de soulever un peu des questions qui permettent d'interroger d'ailleurs le fanzine lui-même. Enfin, c'est comme si le numérique était un peu une occasion de confronter le fanzine à lui-même pour l'interroger sur un peu sa propre définition et ses propres évolutions aussi, en soulevant des questions comme par exemple la place de la matérialité vraiment dans le fanzine, dans quelle mesure elle est constitutive du fanzine. Est-ce que, notamment la dimension vraiment artisanale et manuelle, est-ce qu'elle est fondamentale dans le fanzine? On peut se demander du coup aussi quels sont les types de relations entre les fanzines papier et leurs éventuels avatars numériques. Alors quand on observe un peu, on voit qu'il y a souvent ce sont des pratiques d'hybridation, donc des fanzines papier couplés à un blog qui peut servir soit de vitrine, d'interface de visibilité, de communication, qui peut aussi reprendre un petit peu tout le contenu du fanzine papier, mais sous forme de PDF ou sous forme numérique. Donc voilà, quelles sont les différentes relations entre un fanzine papier et des formes nouvelles numériques. On peut aussi s'interroger sur toute l'esthétique visuelle des fanzines, qui, selon les fanzines de l'âge d'or et selon nos représentations, sont très marquées au niveau du design et du graphisme par vraiment les technologies de l'imprimé et notamment de la photocopieuse. Le noir et blanc, le système de reliure un peu approximatif, la colle, le scotch, le côté découpé. Est-ce que cette esthétique visuelle marquée par les technologies de l'imprimé, est-ce que c'est l'esthétique définitive du fanzine? Est-ce qu'on peut imaginer aussi de nouvelles formes de graphisme et de design qui viennent des technologies numériques? Voilà, une esthétique du blog, par exemple, avec la forme de page paysage, les catégories, les commentaires, d'autres types de couleurs. Donc, du coup, dans quelle mesure aussi le fanzine est un peu tributaire de certaines technologies qui ne sont pas le numérique, ou dans quelle mesure il se réinvente à son contact. Donc du coup, c'est un peu l'occasion, je pense, toutes ces formes numériques, de réinterroger quelques fondamentaux du fanzine lui-même. Voilà, merci beaucoup. Merci Ariane. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être s'il y a parmi les spectateurs, c'est de donner la parole tout d'abord aux spectateurs là, qui sont sur le Whereby. Vous pouvez ouvrir vos caméras si vous le souhaitez. Et puis poser vos questions. Moi j'en ai autrement, mais... Bonjour. Alors... Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Oui, Will Stroh. Bonjour, vous bonjour. m'entendez? Oui. C'est une question pour Ariane. J'ai trouvé votre présentation très intéressante. Moi, j'étudie ces jours-ci les fanzines sortis des sous-cultures autour de la science-fiction, et on sait que les fanzines sont développés à un moment donné où les magazines professionnels, les pulp, ont commencé à publier les lettres des lecteurs.
Et il y en a qui ont publié même les adresses. Et c'est par ces informations-là que les lecteurs se sont rencontrés et les réseaux se sont formés. Est-ce qu'il y a un rapport comme ça dans le monde de la littérature entre les revues, disons, professionnelles qui ont servi à un moment donné comme lieu de rencontre pour les fans, disons, et à partir duquel les cercles, les coteries, les réseaux se sont formés ou... C'est vraiment intéressant parce que ça m'évoque ce que vous venez de dire, c'est le fait que dans les blogs, il y a un peu la même chose, en fait, les commentaires et la possibilité de répondre. J'avais même pas pensé à ce point commun, mais c'est vrai que ça retrouve tout à fait l'origine des fanzines, du coup. Et sinon, dans les revues, je pense qu'il y a beaucoup moins ce côté communautaire. Enfin, à ma connaissance, c'est justement ce qu'a permis le fanzine, c'est vraiment de se connaître aussi directement entre auteurs, entre lecteurs, passer aussi de lecteur à auteur quand on fait un travail un peu de poursuite d'un univers. Et je pense que c'est beaucoup plus... Enfin, les revues, les pros sont quand même plus verticalisées par rapport à ça. Okay, merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Jérôme, tu avais une question ou une remarque? Alors, moi, j'avais une chose qui m'a interpellé. C'est par rapport, c'était un petit peu commun aux interventions de Pascal et Jérôme. C'est cette idée que le fanzine, il va permettre de documenter un territoire. Et c'est ça que j'ai trouvé à la fois un territoire vu sous le prisme d'une subculture, d'un genre musical ou simplement de culture populaire en général. Hein, et donc déjà, un premier support, une archive en quelque sorte. Mais comment, alors après on n'est pas forcément historien, mais comment aborder ce support, comment l'aborder de manière critique par rapport à la véracité des informations qu'on va trouver dans le fanzine. Alors, je ne sais pas si c'est une question que je pose à la fois à Pascal et Jérôme, avec des réponses différentes, parce qu'on sait, notamment dans les fanzines musicaux, il y a une partie de l'information, elle est fausse, elle est inventée. On a des comptes rendus de concerts qui n'ont jamais existé, des choses comme ça. Ça fait aussi partie de la démarche des fanzineurs de s'inventer un monde, de s'inventer une vie à travers l'écriture. Alors, comment vous gérez en termes de documentation cette possibilité d'une fausse histoire? Je sais pas, Pascal, tu veux commencer ou je dis Vas-y. Ouais. Je poursuivrai. Bon, il y a énormément de choses, mais alors en plus, donc moi je suis plutôt normalement, enfin à la base, je suis plutôt un sociologue de la culture, mais plutôt des musiques populaires, donc il y a peut-être effectivement certaines références, et notamment anglophones, qui me manquent. Donc je veux dire, peut-être que d'une certaine manière, je suis en train de réinventer l'eau chaude, entre guillemets, sur certains points, mais bon, comme il y a d'autres spécialistes ici, vous pourrez peut-être me dire ce que vous en pensez, mais simplement, par exemple, quand j'ai fait les entretiens, vous savez, enfin, je travaille, enfin, vous savez pas forcément, mais un des éléments un des axes de mes travaux en ce moment, c'est sur la naissance du punk, enfin, de l'appellation punk et la naissance de l'appellation heavy metal en France. Donc, à partir de quand on a utilisé, si je prends l'exemple, donc je vais publier deux papiers, enfin un papier sur le punk et un papier sur le heavy metal, là au cours de l'année 2021, qui sont déjà écrits, mais bon, vous savez comment c'est. Et donc, si je prends l'exemple du heavy metal, j'avais fait une intervention dans le séminaire Histoire sociale du rock de Florence Tamagne et Arnaud Bobéro en 2016, mais finalement, c'était lié à des débats qu'on avait disons, dans la communauté des chercheurs en Metal Studies depuis 2013, puisque j'ai une collègue américaine, Dina Weinstein, qui a travaillé sur la naissance du terme heavy metal aux États-Unis, comme ça vient des États-Unis, et j'ai un collègue anglais, Andy Brown, qui a travaillé sur la naissance du terme heavy metal en Grande-Bretagne. Et simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'avais fait pas mal d'entretiens avec des gens, disons,
qui avait une vingtaine d'années en 1970, donc disons né entre 1945 et 1952 à peu près globalement. Et je leur demandais, vous, à partir de quel moment vous avez utilisé le terme heavy metal, par exemple, des gens qui étaient allés voir Black Sabbath en concert ou Deep Purple et autres à Paris, et je leur avais demandé quand est-ce que vous avez commencé à utiliser ce terme. Ils me disaient non, mais nous, non, heavy metal, non, Black Sabbath, c'est pas du heavy metal, non, c'est faux, c'est du rock, ou c'est du rock psychédélique, ou voire c'est du hard rock et tout ça. Donc, effectivement, bon, là, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont imprimées. Donc, quand on va prendre les magazines, par exemple, quand on va prendre Rock and Folk et Best, enfin surtout Rock and Folk, mais aussi Best, qui sont tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et qui sont le média central qui est lu un peu par beaucoup de monde, on se rend compte de choses. De la même manière que les gens me disaient ouais, mais en fait, les mecs de Rock and Folk, c'était des étudiants en lettres, je sais pas quoi, ils déliraient un maximum, il y a la moitié de leurs chroniques, on les comprend même pas, c'est des gros intellos. Donc, en même temps, voilà, on sentait qu'au niveau de la réception, enfin, évidemment, on pense à Michel de Certeau et tout ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de jeux. Et finalement, quand on va voir les fanzines, évidemment qu'on a le droit d'écrire ce qu'on veut dans les fanzines. Mais si, par exemple, il y a eu un concert, si je prends l'exemple d'un fanzine, par exemple de la ville d'Angers, comme je travaille sur Angers, bon, ben, il y a eu un concert à telle date, bon, ben, il y a un compte-rendu du concert, même si le gars, il peut raconter ce qu'il veut, mais si tu veux, il y a un certain nombre de faits. Et du coup, ça provoque des débats et les personnes ont envie de s'exprimer, ont envie de parler, de donner leur point de vue, même s'ils sont complètement à côté de la plaque sur plein de choses. Mais n'empêche que au niveau des représentations, effectivement, voilà, on peut discuter. Évidemment, quand on est dans le subjectif, enfin la question de la vérité, etc., tout ça, ça reste assez relatif. Mais par contre, il y a quand même des faits. Il y a quand même des modes. Il y a des groupes qui sont dans les médias, donc il y a des concerts qui ont lieu, il y a des disques qui sortent, et ça, on peut avoir le point de vue, ou on peut voir l'influence que ça a sur un moment, dans un temps donné, sur un lieu donné, on peut voir l'impact que ça a. Donc évidemment qu'il y a une approche critique, et évidemment qu'il y a toujours cette idée de faisceau d'indices, ou de triangulation des données. Évidemment qu'on ne va pas trouver, enfin, se contenter d'un seul zine qui à un moment voilà, dit j'ai vu les Martiens, ils ont atterri à côté de chez moi. Évidemment, ça demande à être questionné, mais je veux dire, on peut trianguler des données comme n'importe quelle source. Finalement, bon, bah, j'ai été un peu long, puis j'ai raconté plein de choses, mais enfin, voilà. Pour moi, c'est un outil vraiment au même titre que quelqu'un qui aurait fait un entretien avec une personne à une date donnée, le fanzine, c'est pour ça que je disais finalement c'est entre la culture orale et la culture écrite, parce que finalement c'est assez proche au niveau des représentations resituées dans une époque donnée. Enfin, pour moi, c'est assez inestimable de ce point de vue-là. Je rebondis juste 30 secondes avant de donner la parole à Pascal. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il faut recouper, trianguler, tu as dit, l'information. Je donnerai juste un contre-exemple, c'est le fanzine groupe Ballard Fan Club, qui est un fanzine sur un groupe qui n'existe pas, où on va chroniquer les disques, on va chroniquer les concerts, etc., d'un groupe qui est fictif. Donc, effectivement, une source d'information ne suffit pas, et comme tu l'as dit, il faut trianguler, recouper. Pascal, sur les cultures populaires plus généralement? Oui, la première idée sur laquelle il faut venir, parce que c'est toujours important de le rappeler, c'est que les quartiers populaires sont toujours documentés, observés à partir des institutions dominantes et majoritaires, à partir du bailleur social, à partir de la collectivité. Ce qu'on appelle la participation, très souvent, ce sont des dispositifs où on fait faire venir la parole des habitants, et cette parole est assignée dans l'espace qui est celui de la collectivité, qui est celui du cabinet d'études, qui est celui du bailleur. Et on a très peu de dispositifs où la prise de parole, la prise d'initiative des habitants se fait du point de vue de la communauté de vie, du lieu de vie, du quartier lui-même, etc. Et le fanzine, pour nous, est intéressant parce qu'il se déplace à cet endroit-là. Donc ça, je crois que c'est le premier aspect. Deuxième aspect, sur la question de la fiabilité, alors là, moi, je suis tout à fait en phase avec Jérôme, c'est-à-dire que c'est un pari démocratique, c'est l'épreuve démocratique, à la fois inhérente aux coopérations
qui viennent créer le fanzine, où ça discute, ça débat, etc., etc. Et puis, lorsque le fanzine est distribué, eh ben, que les informations, que les observations, que les analyses soient controversées. Le fanzine dans le quartier ouvre l'espace de la controverse démocratique, qui est tout à fait indispensable et qui permet progressivement de vérifier des faits, de construire leur interprétation, etc., etc. Donc ça me paraît vraiment important. Et puis après, dans le fanzine, on peut aussi être sur des narrations de fiction. C'est-à-dire, je sais pas moi, documenter le quartier en 2050, voilà, et faire en sorte que cette fiction fonctionne comme analyseur, comme forme d'interpellation, et vienne créer de la connaissance sur le quartier par cet effet de distanciation, de décalage dans le temps, de jeu fictionnel, etc., etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'outil qui peut être fictionnel et puis le type de connaissances qui s'amorcent à cette occasion-là et qui peuvent être tout à fait probantes et tout à fait pertinentes. Et j'ai envie de dire que ce que nous développons et ce que les amis développent à l'occasion de ce fanzine n'ont rien à envier à d'autres modalités de production des connaissances. Quand on voit certains cabinets de consultants qui arrivent comme ça dans les quartiers sur des temps extrêmement courts, avec des grilles préfabriquées, préformatées, et qui passent à côté d'énormément d'éléments de vie et d'éléments des communautés concernées, quoi. Voilà. Donc on porte haut et fort la pertinence de nos pratiques là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que tu dis sur effectivement un cabinet d'études qui vient, qui fixe un cadre, et donc le fanzine permet, je reprends presque ton expression, de se créer un espace, et donc justement de le modeler un peu comme les gens le souhaitent, et éventuellement en faire un espace un peu utopique ou fictif, et ça reste un espace propre que se créent les gens. Ouais. Et je poursuis, c'est-à-dire qu'on peut même considérer que la recherche en sciences sociales peut aussi contribuer à venir en récit, revenir en histoire, au sens de raconter des histoires, parce que cette construction-là d'une communauté de vie, d'un quartier, est tout à fait fondamentale aussi. Et ça vient créer une pertinence de recherche du point de vue des fictions qui nous aident à vivre, des fictions qui font que nos mondes peuvent être habités, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut débattre, c'est la question de la temporalité, parce que c'est sûr que, évidemment, beaucoup de choses qui ont été écrites dans des fanzines, c'était pas forcément conçu pour être relu 10 ans ou 20 ans après. Et donc, par rapport à ce que disait Ariane, sur Internet, en tout cas, évidemment, Internet, c'est pas une seule et même chose, qu'il y a plein de modalités d'expression sur Internet, de la même manière qu'il y en a plein sur l'imprimé. Mais en tout cas, la question de la temporalité, elle évolue aussi avec le temps dans le fanzine, dans l'écriture fanzinesque, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se servent du fanzine comme une bouteille à la mer, alors qu'il y en a d'autres qui s'en servent vraiment comme média pour propager une information. Mais donc, il y a cette question de la temporalité qu'il faut travailler. Et puis, de manière liée, il y a la question de la réflexivité, parce que finalement, au moins dans les fanzines de subculture, la question de la réflexivité, elle n'était pas forcément perçue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivaient, ou même qui continuent à écrire au premier degré par rapport à des choses qu'ils ressentent, sans forcément faire un pas de côté par rapport à leur propre action, alors que effectivement il y en a d'autres qui se servent du fanzine de manière pensée comme outil pour changer la réalité ou pour modifier la réalité, que ce soit resserrer un réseau de personnes qui pensent la même chose ou qui défendent une subculture, ou le fait de militer sur le fait de défendre certaines idées qui sont des idées, effectivement, comme dit Pascal, contre-culturelles, on pourrait dire, ou en tout cas dans l'espace public, de construction de contre-public par rapport à une vision hégémonique. Alors, parce que comme tu parles, si tu parles justement de la temporalité et le côté, on va dire, éphémère
souvent à la base, enfin, si on prend les fanzines des années 70-80, fanzines papier, il y a ce côté effectivement produit dans l'urgence, diffusé localement et pas voué à être patrimonialisé éventuellement quand c'est fait, alors que effectivement avec le numérique on est dans une autre temporalité qui là est un petit peu infinie et des choses qui ont été publiées sur le net en 97 sont toujours accessibles aujourd'hui, sont archivées. Donc effectivement Ariane, parce qu'il y a deux choses qui m'ont interpellé sur la différence fanzine littéraire papier numérique. Alors, il y a des choses communes, bien sûr, mais sur ce côté, justement, immédiateté et qui renvoie à la temporalité, l'écriture, la poésie d'un livre, ça prend du temps. Entre l'édition papier et l'écriture, il y a encore du temps. Donc, il y a vraiment le texte a le temps de se poser, à être mûri, etc. Alors que quand on voit dans les blogs, ou les tweetzines, on avait un petit peu discuté. Là, on est dans de la production qui est immédiate. Et donc, est-ce qu'on est sur aussi des nouvelles formes d'écriture et est-ce que pour quelqu'un qui publie en ligne, il n'y a pas aussi après une sorte de regret sur des textes qui seraient jugés immatures, etc. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre le papier et le numérique à ce niveau-là, au niveau de l'écriture et puis la réflexivité de l'auteur, l'autrice sur sa production? En tout cas, ce qui est alors, des nouvelles formes, oui, mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des genres qui sont beaucoup plus développés sur le numérique, dans l'auto-édition numérique que papier, comme par exemple tout ce qui est heroic fantasy ou la littérature young adult. Donc, il y a vraiment des thèmes qui sont et des genres littéraires beaucoup, beaucoup plus forts sur le numérique, alors que dans les fanzines papier, c'était pas forcément aussi présent. Et après, le numérique, c'est vrai que l'immédiateté de publication est peut-être plus importante, mais aussi une possibilité de correction qu'il n'y a pas forcément dans le fanzine qui, lui, il est quand même imprimé, et même si c'est éphémère et qu'on pourra se repentir quelques années après, mais ça donne un état, quand même, ça fige un certain moment, alors que, notamment sur les auteurs qui fonctionnent par des blogs et qui publient sur Internet, ils tiennent compte aussi parfois des retours des lecteurs sur ce qu'ils ont montré. Donc, ils peuvent aussi modifier le texte quasiment instantanément, ce qui n'était pas possible dans le fanzine papier. Bonsoir, est-ce que je peux... Bonsoir, Laura. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, j'ai juste deux réactions, l'une à l'intervention de Jérôme et l'autre à celle d'Ariane, par rapport à ce que, donc à l'idée de, alors je reprends mes notes, par rapport à l'idée de l'importance du lieu et de la période pour la publication des fanzines. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension aussi qui est le rôle des personnes, des individus dans la publication. Parce que voilà, vous l'avez pas souligné, et je pense vraiment, moi, dans mes recherches donc, sur le corpus de fanzines américains et anglais, mais surtout américains dans les années 60, 70 et jusqu'aux années 90, vraiment le rôle de l'individu éditeur est extrêmement important, encore plus que le lieu. Alors évidemment, ça dépend du sujet, ça dépend de ce dont on parle. Moi, j'ai travaillé sur la réception de l'œuvre de Tolkien, et du coup, les fanzines qui parlent de l'œuvre de Tolkien sont pour le coup très diffus au niveau géographique. En revanche, l'importance de l'individu, celui qui édite le fanzine, elle est extrêmement importante. Et je pense que ça fait, disons, ça peut rajouter une troisième dimension à l'idée de lieu, j'ai oublié, lieu, période, et il y a aussi, je pense, l'individu. Et j'avais une autre réaction par rapport à ce que proposait Ariane, enfin, le parallèle un peu entre blog et fanzine que je trouvais intéressant, parce que moi, j'ai pas du tout travaillé, enfin, moi, je travaille pas du tout sur la période du numérique, mais je trouve que on peut faire le lien avec le blog pour tout ce qui est publication d'articles, etc. Mais je pense qu'il y a un autre parallèle qui peut être fait, par exemple, entre les fanzines qui publient beaucoup des lettres de lecteurs, ce qu'on appelle les letterzines, qui se sont fait beaucoup dans les années 70, enfin beaucoup dans le monde de la science-fiction et du fandom de Tolkien. Ces letterzines, pour moi, ça se rapproche beaucoup du forum, le format forum pour le coup. Et du coup, voilà, c'était un autre parallèle, je pense, supplémentaire, avec une espèce d'évolution. Enfin, forum ou liste de diffusion pour Internet début année 2000, forum pour Internet fin année 2000, on va dire. Mais on a un parallèle, à mon avis, qui peut être fait à ce niveau-là. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour l'idée des forums. En effet, je pense que c'est vrai que c'est intéressant. Et par rapport au rôle de l'individu, je pense que c'est très, très vrai aussi sur Internet.
et peut-être même encore plus, vu que c'est très compliqué d'avoir une visibilité comme on est noyé dans une masse de contenu énorme, et que du coup le regroupement sera surtout affinitaire et on va suivre le blog de telle personne parce que on la connaît ou qu'on en a entendu parler. Et donc,